Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est avec un immense bonheur que nous vous accueillons dans notre première AGA virtuelle et en plus avec traduction simultanée. On a des belles choses à vous conter dans le contexte qu'on a eu l'année difficile. Je pense qu'on a eu une très, très bonne performance comme fondation. N'oubliez pas de choisir votre langue audio. Ça a déjà été mentionné. Si vous voulez poser des questions, vous utilisez le bouton Q&A. Et quand il y aura le temps de proposer ou seconder, vous pouvez le faire en levant votre main et inscrire dans le clavardage. Alors, comme ça, vous serez annoté comme proposeur ou comme secondaire. Alors, François, on a combien de personnes présentes aujourd'hui? On est présentement 42 participants. On a amplement le quorum, donc c'est probablement le plus grand nombre qu'on a eu, je pense, à date. De toute façon, c'est bien. Alors, sans plus tarder, je vais proposer un président et un secrétaire. Donc, je propose Sébastien comme président et André de Montigny comme secrétaire. Alors, pour Sébastien, c'est proposé par... Est-ce que j'ai un proposeur secondaire? On a Jean-Phénix qui a levé sa main. Et André, alors aussi. OK. Donc, on a un proposeur secondaire pour Sébastien comme président de l'Assemblée. Pour André de Montigny comme secrétaire, on a besoin d'un proposeur ou un secondaire. J'ai Solange Lavoie-Guillemette et Ella Pellerin. Ah, ben là, si l'ancienne secrétaire est d'accord, je pense qu'on a fait un bon choix. Alors voilà, je mets donc la suite à mon secrétaire vénéré, André. Merci Jean-Luc. Donc, le quatrième point, c'est l'adoption de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Donc, l'ordre du jour, vous l'avez devant vous. Si on peut revenir en arrière. C'est ça exactement. Donc, l'ordre du jour. Simplement, vous mentionnez que par rapport à l'ordre du jour qu'on vous avait envoyé le 1er octobre, qui était sur le site web, c'est qu'on va avoir des présentations vidéo de trois chercheurs, de trois scientifiques. Donc, Dr. Duquette, Dr. Dupré et Dr. Tremblay. Donc, trois présentations. Effectivement aussi, nous allons revoir les états financiers avant de parler du budget 2021. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires sur l'agenda aujourd'hui? Sinon, donc, est-ce qu'il y a des commentaires? On va commencer comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer et seconder l'adoption de l'ordre du jour? François-Olivier, il faut que tu m'aides parce que moi, je ne vois pas les gens. Oui. J'ai plusieurs mains de levées. J'ai 8 mains de levées. On va prendre Sonia Roy et Sonia Florent comme proposeurs et secondaires. OK, super. Merci. Le point suivant, c'est l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée de 2019, donc qui a été mis à la disposition sur le site web à compter du 1er octobre et qui a été envoyé à différentes occasions. Donc, simplement un rappel de 2-3 points principaux là-dessus, hors simplement l'approbation des états financiers, des vérificateurs et les membres du Conseil. Lors de cette rencontre-là, il avait été fait mention par Jean-Luc et par François-Olivier de la première année du nouveau service d'aide financière aux personnes atteintes. On avait également parlé du lancement du nouveau site de recherche clinique au CHUM et du partenariat avec FARA. Et on avait aussi été fait mention de la croissance du nombre de membres de la Fondation qu'on avait en Ontario et dans l'ouest du pays. Le docteur Duquette avait parlé, encore une fois, avait fait un bref revue de son CCRN et également, si vous vous rappelez, des recherches qu'ils avaient discutées à Washington lors d'un colloque où il y avait François-Olivier et Dr. Tremblay. Et finalement, le Dr. Tremblay nous avait parlé de l'avancement de ses recherches en vue de développer un AAV meilleur et moins coûteux.
Donc, c'était les faits saillants du texte que vous avez eu. Est-ce qu'il y a des commentaires sur les minutes? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer l'adoption des minutes de l'année dernière et pour seconder finalement? J'ai Francine Lévesque et, comme proposeur et Jean Phoenix comme secondaire. Merci. Donc, je pense qu'on retourne ensuite au mot suivant, qui est le mot de notre président. Jean-Luc, est-ce que tu veux Oui. ajouter quelques mots? Je commencerai par vous dire que je suis très fier de l'année qui vient de passer pour avoir deux collègues sur d'autres conseils d'administration de fondations comme la nôtre. Cette année qui a été extrêmement difficile. Les entrées d'argent ont été passablement réduites, ce qui n'a pas été vraiment notre cas. Je pense qu'on a eu une performance exceptionnelle dans le contexte et je voulais remercier le conseil d'administration qui ont été très, très présents et en particulier, surtout, notre directeur général qui était vraiment très créatif et qui a su persévérer et nous donner un résultat vraiment appréciable. Je voudrais aussi remarquer, vous faire remarquer que le comité aviseur, on a des représentants à travers le Canada, a fait un boulot excellent aussi pour nous aider dans nos réflexions, pour peaufiner nos programmes. Donc, c'est un outil précieux. Ça nous permet aussi de rester terre à terre et bien connectés avec tous nos membres. Alors, je les remercie cordialement tous. Je voulais aussi remercier le nouveau comité scientifique, le comité d'évaluation scientifique qu'on a créé au cours de l'année. On a le docteur Bray, le docteur Fournier, le docteur Pfeiffer qui ont accepté de siéger sur ce comité-là qui va avoir un rôle déterminant dans les prochaines années pour nous éclairer sur les orientations qu'on prend, plus particulièrement au niveau de la recherche. Alors, je voudrais remercier tous vos noms et puis je veux en particulier vous remercier tous. Votre soutien était indéfectible, toujours présent. Ça nous a aussi permis de rester à flot dans un contexte pénible. Alors, merci à tous et bonne assemblée. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Luc. Donc, je vous propose ensuite de passer à la présentation de François. Donc, François, c'est à toi. Bonjour à tous. Je vais commencer par dire, juste pour extraire un peu ce que je vous ai déjà envoyé dans nos rapports des activités, un document assez complet qui s'était pour but de vous informer sur ce qu'on a fait dans les dernières années. Pour vous mettre en perspective, 73% des organismes de bienfaisance rapportent une baisse de dons depuis le début de la pandémie, ce qui n'est pas surprenant. Les revenus ont baissé en moyenne de 30% pour plus de la moitié des organismes caritatifs au pays. Donc, c'est quand même quelque chose qui est à considérer dans notre année. Nos objectifs de cette année étaient de continuer les efforts pour offrir des programmes de services aux personnes atteintes, de créer un comité scientifique, d'élargir notre réseau pour couvrir plus de personnes atteintes, d'augmenter nos activités de financement, chose qui a été un peu difficile, mais vous allez voir un peu plus tard dans les chiffres qu'on s'en est bien tiré, et d'augmenter nos communications et aux membres la visibilité en général de la Fondation. Donc, juste pour un aperçu sur le comité d'évaluation scientifique, certains noms sont plus connus que d'autres. Donc, on a le Dr Bernard Bray, l'urologue co-directeur et groupe de recherche sur les maladies neuromusculaires à l'Institut ophtalmo-neurologique de Montréal. On a le Dr Anne Fournier, qui est cardiologue pédiatrique et qui suit depuis longtemps une cohorte d'ataxie de Friedreich. Donc, elle connaît très bien les ataxies, plus en termes de cardiologue, et Dr Gerald Pfeiffer, qui est de l'Université de Calgary, qui, lui, se spécialise beaucoup plus dans les troubles neuromusculaires héréditaires, des conditions comme la neuropathie, la SLA, mais qui a une très, très bonne connaissance de
de la taxi et aussi de la recherche en général. Donc, je vous les présente sommairement. Notre programme de service cette année, c'est sûr qu'on voulait continuer notre programme d'insertion de marché du travail. Donc, quand on a besoin d'un coup de main à la fondation, on a engagé un jeune ataxique comme stagiaire pour nous aider dans plusieurs projets. Il a profité de cette expérience pour un peu développer de l'expérience lui aussi et ses connaissances en comptabilité. Ça nous a donné un coup de pouce, nous, pour réaliser certains objectifs qu'on avait. Évidemment, l'aide financière, le programme de service. Comme vous savez, l'année passée, on a eu environ 4 projets pour un total de 7 000 $. C'est des projets majoritairement au Québec et au Manitoba. Et cette année, on a 6 projets totalisant 24 400 $, plusieurs au Québec, en Colombie-Britannique aussi. Donc, c'est sûr qu'on aurait voulu viser à peu près une dizaine de projets, mais je pense qu'on a encore du travail à faire pour faire connaître notre programme d'aide financière. On avait une stratégie d'aller à la rencontre de professionnels de la santé. Cette année, ça a été quelque chose qui a été impossible pendant la période du COVID, évidemment. On est dans un mode de création de comité. On veut laisser place à beaucoup plus de membres de venir nous aider dans certaines sphères de la Fondation. Donc, que ce soit un comité scientifique, un comité finance, notre comité consultatif qui est là depuis 2 ans, des communications, développement anglophone et la collecte de fonds, évidemment. Donc, je vous encourage aujourd'hui, ceux qui sont parmi nous, si vous voyez un des champs d'intérêt qui se présente devant vous aujourd'hui, vous voulez nous donner un coup de main de façon plus concrète, je vous encourage à me donner un petit coup de fil, à m'envoyer un courriel et ça va me faire plaisir de voir comment on peut travailler ensemble pour atteindre davantage d'objectifs. Comme vous savez, à la Fondation, on est une très petite équipe et quand même beaucoup de bénévoles. Les membres du CA en font énormément déjà, mais si on veut continuer de faire grandir cette belle fondation, on a besoin de gens qui sont prêts à faire des actions. Voyons nos activités de financement cette année. Comme vous le savez, le défi Ataxie a été annulé. On a pu faire et notre événement à Chambly et celui qu'on a fait à Ajax en Ontario aussi. C'était quand même des levées de fonds importantes qui totalisaient à environ 85 000 $ l'année passée. Ça a été remplacé par d'autres types d'événements. On peut appeler des micro-événements. Vous voyez un peu les photos. C'est essentiellement, je me suis déplacé dans plein de régions tout en étant sécuritaire. C'était dans des moments où on avait le droit de se déplacer aussi. On gardait les 2 mètres, on mettait les masques quand il fallait. Donc, on a vraiment créé une multitude de petits événements. C'était souvent des équipes qui étaient présentes au défi Ataxie. Donc, les gens ne se sont pas déplacés au défi Ataxie cette année. C'est moi qui se sont déplacés vers eux. Et avec tout ça, on était quand même en mesure de recueillir 67 000 $, ce qui est quand même important. Il faut noter aussi que les coûts pour cet événement du défi Ataxie a été beaucoup réduit cette année. On n'avait pas de grandes tentes et de toute la nourriture et de tout ce qu'on avait dans les autres années. Donc, on pourrait dire presque qu'on est à kiff-kiff au niveau des revenus nets. On avait aussi une loterie voyage qui avait débuté. C'était notre première loterie. Beaucoup de gens ont participé. On a quand même ramassé 17 000 $. C'est sûr que la fin de la période de vente de billets a été un petit peu ombragée par le fait au mois de mars que c'était le confinement et que les gens ne se voyaient pas particulièrement être en voyage, mais c'était quand même quelque chose de positif. On veut la refaire cette année. Évidemment, on va l'adapter
puisqu'on ne pense pas voyager de très bientôt, on va essayer de trouver avec des partenaires une offre qui ferait peut-être voir un peu plus le Québec aux gens d'ici, des belles auberges, des belles endroits. Donc, des nouvelles à venir pour l'avenir. Et aussi le Publipostage qui, cette année, a été plus élevé que les autres années. Donc, on va le voir plus tard. On a eu moins de donateurs cette année, mais ceux qui ont donné l'ont fait généreusement. Donc, on vous remercie encore une fois. Nos communications, mais on essaye à travers les médias sociaux, les courriels qu'on vous envoie, de vous envoyer des choses différentes, des nouvelles scientifiques, des histoires, différentes choses. Et on voit que notre progression de contact est toujours et monte tranquillement d'année en année. On a des nouveaux membres qui se rajoutent principalement de d'autres provinces. Donc, on est bien content de cela. Et ce qui nous amène aux prévisions budgétaires pour cette année. Donc, vous allez ici voir un peu la progression, que ce soit les revenus et les dépenses de la Fondation. Je ne passerai pas ligne par ligne. On a envoyé beaucoup de documents pour que vous puissiez faire cet exercice-là. Je vais attirer, par exemple, c'est sûr que cette année, on a en tout ramassé 373 000 $. C'était beaucoup plus l'année passée, mais notez la ligne legs testamentaire est donc exceptionnelle. Donc, on parle de choses qui sont difficilement répétables d'une année à une autre. On en a budgété aussi cette année. On peut toujours compter sur cette stratégie-là. C'est quelque chose qu'on continue à communiquer régulièrement à travers nos différentes plateformes, comme quoi c'est un mode de don qui est important pour nous. Et ce qui nous amène à la recherche médicale. Donc, cette année, comme vous pouvez le voir, on n'a dépensé que 15 773 $ en recherche. Ce montant peut paraître très peu, puisque c'est depuis 1972 qu'on investit en recherche scientifique. Je voulais juste vous mettre de l'avant que ce n'est pas parce qu'on ne veut pas encourager la recherche, c'est essentiellement des ententes contractuelles qu'on a avec la recherche. Donc, les gens ont des livrables et des moments clés dans leur contrat que nous, on vient débourser des fonds. Cette année, les laboratoires ont été fermés pendant plusieurs mois, ce qui a amené des prolongations de contrats. Donc, vous voyez que beaucoup le montant budgété pour cette année est de loin très supérieur à ce qui a été dans les années d'avant. Et c'est un peu un petit phénomène de rattrapage, en plus de ce qu'on a fait des projets qu'on évalue avec le CES cette année. Donc, aujourd'hui, je vous fais l'annonce qu'on a 2 projets qui ont été retenus et finalisés dans les dernières semaines. Donc, il y en a un, je ne vais pas rentrer en détail parce que les présentations vidéo vont nous en parler davantage. Mais on a le développement d'outils de réalité virtuelle avec Dr. Duquette et Dr. Labbé. On a aussi un projet de démocratiser l'accès aux cellules souches pluripotentes indites pour des patients de ARCA1, qui est une autre forme d'ataxie qui est principalement l'ataxie de Bose. Et c'est un projet par le Dr. Nicolas Dupré et Groudy. Et on a un autre projet qui est couramment en discussion avec Dr. Tremblay que vous connaissez. Il n'est pas encore de l'avant, mais on continue nos communications dans ce sens. Pour le prochain point, je voulais vous amener à l'onglet avec la flèche rouge, donc les services et les communications aux membres, qui est, on pourrait dire, en augmentation. Donc, ça, c'est par rapport à ce qu'on veut faire pour vous aider directement à travers notre programme de services. Donc, c'est un peu la progression des dépenses et les budgets futurs qui s'en viennent pour l'année 2021.
Je ne sais pas s'il y a des questions à ce moment-ci, je pourrais peut-être regarder dans la... François-Olivier, j'aimerais ça si, après les questions et commentaires, si on peut avoir proposeurs et secondaires pour le budget de l'année prochaine. Peut-être aussi, avant de passer à cette étape-là, André, moi, je me permettrais juste de mettre en avant le travail qui a été fait par le comité scientifique. Donc, on a introduit nos 3 chercheurs qui nous ont appuyés, mais Sandy et François ont vraiment, François-Olivier, ont mené cette année un premier processus d'appel de projets de recherche et ça a conclu aux 3 projets de recherche que François-Olivier vient de mettre en avant. Je pense que c'est un processus dont on discutait au niveau du CA déjà depuis plusieurs années, d'aller chercher du support scientifique, notamment pour être certain de bien orienter les programmes de recherche. Ça a porté ses fruits dès cette année, là, dès la mise en place. Je pense que François, tu l'as souligné dans le cadre du budget 2021, mais je pense que là, si on fait le cumul de ces 3 projets, là, c'est des engagements de la Fondation qui dépassent 400 000 $, là, si je me souviens bien, sur les 2 prochaines années. C'est bien ça? Oui, c'est des engagements sur 2 ans. On a 2 projets totalisant 50 000 pour 2 ans et 50 000 chaque, donc 50 000, plus potentiellement un autre 100 000. Donc, on est plus dans l'ordre des 200 000 en plus on a presque 70 000 aussi en projet qui restent à verser pour l'année 2020. Donc, on est quand même... donc, on a les budgets qui sont élaborés sont pas mal ce qui va se passer dans la prochaine année et on a d'autres choses qui vont venir par la suite aussi pour la deuxième année. Parfait. Donc, on va revenir au point d'André. Donc, André, tu as besoin d'un proposeur et d'un secondeur, c'est ça? Oui, exactement. Merci, s'il vous plaît. J'ai Karine Lévesque et Jessica Lanneville. Parfait. Avant de poursuivre, je vois qu'on est rendu à 43 participants, donc il y a des personnes qui se sont connectées. On est dans un mode virtuel cette année. Vous encouragez que ce soit dans la partie questions et réponses, dans la partie conversation. Là, n'hésitez pas à poser vos questions ou à partager des commentaires. Ça me fera plaisir, entre les transitions, de peut-être souligner certains messages. Donc, on va passer au point suivant qui est la... Donc, on avait quand même, je pense que c'est le prochain, c'est les états financiers. Oui, parfait. Donc, je vais passer la parole à Marc Dansereau, qui est notre trésorier. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci François-Olivier aussi pour ta présentation. Alors, au niveau des états financiers, l'objectif aujourd'hui, c'est de présenter les états financiers qui se terminaient au 30 septembre dernier. Je vais passer seulement, on va utiliser le même processus, je vais passer à travers les grandes lignes. Si vous avez des questions, vous aurez un moment pour poser vos questions avant qu'on puisse les adopter. Alors, de façon très rapide, dans l'encadré bleu, François-Olivier a déjà touché les revenus totaux pour la Fondation sont 373 000, donc en diminution. Mais ça a été bien expliqué que c'était lié à des dons testamentaires importants l'année dernière. Donc, 2019 était une année exceptionnelle. On considère que l'année 2020 a quand même très bien été au niveau des activités régulières et ce malgré la COVID. Donc, c'est au niveau des revenus. Au niveau, j'attire l'attention maintenant, le carré en vert un petit peu plus bas dans nos états financiers. Étant donné qu'on était dans une année de COVID et il y avait certains programmes gouvernementaux qui étaient disponibles, ce qui est nouveau, ce qui était une première. Et puis, on a, comme organisme sans but non lucratif, on a le droit aux subventions salariales également. Alors, on a profité pour appliquer, parce que notre chiffre d'affaires s'est basé sur des calculs de réduction de revenus sur certaines périodes. Donc, tout a été fait selon les normes du gouvernement et on a pu réclamer 31 000 $ en subvention salariale. Et le deuxième élément dont nous avons bénéficié, pour lequel nous avons appliqué, il existait un prêt pour les petites entreprises et les organismes sans but lucratif également de 40 000 $, dont 10 000 $ deviennent une subvention lorsqu'on rembourse le prêt. Alors, c'est le revenu de 10 000 $ que vous voyez aux états financiers dans le bas. Donc, tout ça, c'est des revenus exceptionnels
grâce au programme mis en place par le gouvernement pour un total de 41 000 ce qui nous donne quand même une année, et étant donné que les dépenses étaient à la baisse, comme François-Olivier l'a déjà mentionné un petit peu plus tôt, ce qui nous donne un surplus cette année, là, un excédent des revenus sur les dépenses de 230 000 Maintenant, si on regarde la position en termes de bilan, qui est la prochaine diapositive, et voilà. Au niveau du bilan maintenant, simplement noter que, évidemment, on a eu des résultats positifs, ce qui fait qu'au niveau des placements, j'ai noté qu'au niveau des placements, vous le voyez maintenant, en termes de placements, ça c'est des placements long terme de 129 000 comparativement à 568 000 l'année dernière. Et au niveau de la dette à long terme, on a engagé une dette de 30 000 mais c'est une dette sans intérêt et c'était encore là, c'était le même programme gouvernemental. Donc, bien qu'on a engagé une dette en ayant beaucoup de placements, la raison pour qu'on l'a engagé, c'est un prêt sans intérêt. Alors, une fois qu'on le rembourse, il n'y a pas de charge d'intérêt pour la Fondation. Donc, on a décidé d'en profiter puisqu'on y avait le droit. Ce qui place la Fondation en termes d'actifs disponibles pour vaquer à nos futures activités, nos futurs investissements en recherche et développement et support aux membres. On a un actif net presque 1,2 million qu'on voit dans l'encadré bleu. Donc, évidemment, on va vouloir continuer à développer les revenus dans le futur, mais on est déjà en bonne position pour prendre des engagements au niveau des dépenses en recherche ou des dépenses de support aux membres qu'on a l'intention de faire au niveau du budget. Alors, ça conclut mon survol rapide des états financiers. Je pense qu'on est rendu à la période des questions et commentaires de la part des membres présents à l'Assemblée. Oh non, j'ai oublié, excusez-moi, conclusion. François-Olivier, merci de me ramener à l'ordre. Conclusion, évidemment, les états financiers ont été vérifiés par la même société que l'année dernière, qui est Jacques Simard, Bouffard et Azola, et puis qui ont bien révélé de particuliers qui portent croire que les états financiers ne respectent pas l'image fidèle de la situation financière de l'Association canadienne des actifs familiales. Alors, ceci étant dit, c'est sur cette note-là que nous recommandons l'approbation des états financiers, mais je vais prendre vos commentaires et questions avant s'il y en a. Alors, ce que je te propose, François, c'est j'ai vu qu'il y avait une question pour Marc, on va le poser, puis après on reviendra à celle de Jean-Phénix auquel tu répondras. Okay. Alors, Marc, il y a une question pour toi, c'est d'une personne qui est encore avec un numéro. Pourquoi il n'y a pas de financement de base du gouvernement? Financement de base du gouvernement? Je ne suis pas certain que il y a le financement disponible selon les programmes de la COVID. Et puis, c'est ça, ça a été les financements. Donc, nos modes de financement actuels ont été les mêmes que les années antérieures. Ont toujours été les donations et il y avait dans nos revenus de cette année des revenus qui ont été. Il existe d'autres organismes qui parrainent plusieurs fondations. Alors, on a commencé à développer ça comme source de revenus également. Là, je ne me rappelle pas laquelle, François-Olivier, on a utilisé, mais on applique également sur ces soumissions de fondations-là pour aller chercher des revenus de fondations qui redistribuent à d'autres revenus. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais il n'y en avait pas du gouvernement directement. Je peux faire un commentaire là-dessus si vous voulez aussi. Je suis certain que mon ami Jean-Phénix et puis Lucie, qui était l'ancienne présidente, vont pouvoir vous le confirmer. C'est pas faute d'essayer qu'on a rencontré les gouvernements, qu'on a essayé d'avoir des subventions. Après des multiples meetings qui donnent absolument rien, qui mènent nulle part, on a tous compris qu'on n'est peut-être pas d'une taille assez importante, comme par exemple le cancer ou comme par exemple les maladies cardiaques, ces affaires-là, pour avoir des subventions du gouvernement. Ce qui fait que dans les derniers 2 ans, on a mis notre énergie, notre temps sur des choses qui sont plus tangibles, plus matérielles et qui nous permettent d'avancer. Ce serait mon commentaire là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne viendra pas, mais à date, c'est beaucoup d'énergie pour vraiment pas grand-chose, très honnêtement. Parfait. Parfait. Est-ce que c'est possible d'avoir un proposeur et secondaire pour les... Je voulais répondre à la question de Jean-Philippe sur les partenaires financiers. Donc, oui, on est toujours à la recherche de partenaires financiers. On en a
quelques-uns déjà. Il y a comme on vous l'avait parlé l'année passée, on a un site clinique de recherche qui est un partenariat entre FARA, donc le Frederick Ataxia Research Alliance, donc l'Ataxie Canada, on pourrait dire, qui aux États-Unis, on a d'autres partenariats aussi qui sont en développement avec la National Ataxia Foundation, Ataxia UK, d'autres organismes à travers le monde, la FAF en France. Donc, c'est toujours pour nous une bonne opportunité quand on peut, on pourrait dire, mettre 50% dans un projet, une autre organisation met 50% dans un projet. On fait un peu un effet de levier avec nos donations pour essayer d'encourager davantage la recherche. On avait des discussions avec des partenaires pharmaceutiques. C'est sûr qu'une fois que la COVID est arrivée, la plupart de ces commandites-là qui étaient majoritairement pour le défi Ataxie ne se sont pas réalisées cette année. Mais c'est des discussions qu'on va essayer de réanimer pour l'année prochaine. J'espère que j'ai bien répondu à la question en ce qui concerne les partenaires financiers. Puis il y a aussi une autre question. Oui, Merci. J'allais prendre le relais. Là. Adam, tu me feras signe là, mais je pense avoir bien compris comment ça fonctionne. Je vais essayer d'assurer mon rôle de président d'Assemblée. Oui, il y a une question sur à quoi serviront les surplus. Peut-être juste revenir sur ce que vient de dire François et Jean-Luc, de par la nature de notre fondation. On ne néglige absolument aucune piste. C'est certain que le contexte de cette année du Covid a fait que entretenir des relations et en ouvrir de nouvelles est un petit peu compliqué, mais c'est quelque chose qui est un sujet qui est récurrent, notamment dans la recherche des subventions. Là, Jean-Luc l'a exprimé. Pour l'instant, c'est des initiatives qui n'ont pas forcément porté ou abouti. Alors, on se concentre de manière prioritaire sur les partenariats qui débouchent sur des solutions. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on met en avant aujourd'hui ce qui a bien fonctionné, mais on ne met rien de côté, aucun partenaire de côté. Il y avait une question donc de démarrer qui posait la question de à quoi va servir les surplus. Peut-être Marc, si tu es à l'aise, je peux répondre puisque c'est plus en ligne avec la stratégie, et puis tu rajouteras s'il y a un élément pertinent. Écoutez, c'est la même chose que chaque année. C'est certain que on voit ce surplus qui grossit, donc c'est une indication pour nous que la fondation va bien. Mais c'est aussi un élément qui nous encourage à faire plus et à trouver des initiatives pour servir la maladie. Je pense que François l'a souligné, notamment par la mise en place du comité scientifique. On a pris des engagements donc pour un total de 300 000 $ pour des programmes scientifiques dans les 2 prochaines années. On est ce processus de recherche de projets scientifiques est désormais en place, et donc on espère pouvoir trouver d'autres opportunités, d'autres projets scientifiques à financer. Puis le deuxième gros volet qu'on a ouvert, là aussi encore, Sandy, Diane, l'ensemble du CA, ça fait partie des discussions qu'on a régulièrement pour augmenter nos offres de services. Je pense qu'on a mis en place des offres de services dans les 2 dernières années qui portent leurs fruits, qui vous intéressent. On s'est donné comme mandat cette année de revisiter cette offre de service, pas forcément pour faire moins, mais bien au contraire pour faire plus, pour voir s'il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place pour aider les membres dans leur quotidien. Marc, est-ce que tu aurais rajouté des choses? Non, c'est un bon résumé. Puis je pense que si on n'a pas parlé en termes de budget, mais un des éléments qu'on veut travailler l'an prochain, entre autres exemples, en termes de partenaires financiers, on aimerait développer des partenaires financiers corporatifs. Pour ça, il y avait des préalables qui étaient, encore une fois, je répète, mais l'implantation du comité scientifique qui permet de donner de la crédibilité à tout notre processus.
qui permet d'avoir une variété de dons au niveau médical qu'on va pouvoir faire à une plus grande communauté. Puis en même temps, le programme service aux membres, bien, ça prend des réalisations qu'on commence à voir, qui vont nous permettre d'aller voir par la suite les gens corporatifs. Puis on arrive avec un cahier mieux étoffé, avec des réalisations et qu'est-ce qu'on fait. Donc, on continue à travailler dans ce sens-là, évidemment. Là, ça demande toujours dans les objectifs. Merci Marc pour la précision. Je pense qu'Adam, on a répondu à toutes les questions qu'il y avait en attente. Donc, je vais me retourner vers André. Et donc, André, il me semble que tu as besoin d'un proposeur, c'est ça? Exactement, pour l'approbation des états financiers 2019-2020. Un proposeur et un secondaire, si c'est possible. Donc, il y a Paul Vaillancourt qui, je pense, a été très rapide. Oui. François, je m'améliore. Hein. Oui. Et je peux te laisser décaler si tu veux. Ah, je te laisse seconder là. Jusqu'à présent, je vais prendre Solange Lavoie-Guinette. Parfait. Donc, on va reprendre l'agenda. On est rendu. La nomination de vérificateur financier. Oui. Il me semble que Marc l'avait introduit, mais peut-être Marc, tu peux répéter en quelques mots là, la recommandation. Bien, tout à fait. Alors, la recommandation est assez simple. On s'est clairement satisfait du travail qui a été fait à date et à la suite de l'année dernière, les coûts avaient été révisés à la baisse et cette année, ça devrait être le même coût que l'année dernière en termes de production de nos états financiers. Donc, on recommande le renouvellement du mandat de Jacques Simard-Bouffard-Razola, qui sont les vérificateurs actuels. Alors, voici la proposition. Est-ce que... Un proposeur et un secondaire. Exactement. J'ai Jean-Phénix, proposeur, Lise Martin, secondaire. Je vois que Jean aussi nous indiquait qu'il y a d'autres opportunités de partenariat qui vont s'ouvrir avec la recherche sur le Covid. Merci Jean pour ton commentaire. Juste te redire, n'hésite pas à nous faire part quand tu entends ou quand tu as de l'information qui peut être pertinente de la communiquer avec François, à François Olivier. On peut passer, c'est parfait. OK, donc le prochain point, c'est la lecture de l'avis de mise en candidature. Donc, je n'en ferai pas une lecture exhaustive. Vous avez vu cet élément-là dans les communications que vous avez reçues et ce qui était sur le site Web. C'est simplement un rappel rapide qu'on recherche des personnes bilingues qui sont impliquées dans le milieu des affaires ou associatifs, qui ont une expérience, si possible, en levée de fonds et qui ont une certaine expérience en termes de participation à un conseil d'administration de toute nature. Donc, ça, c'était l'avis de poste vacant qui est le même d'année en année. Cette année, je dois dire qu'on a rajouté quand même le bilinguisme comme étant une condition essentielle et non seulement un atout. On trouvait que c'était important que la Fondation puisse fonctionner dans les deux langues au besoin. Et donc, ça, c'est le point de la lecture de l'avis de mise en candidature. Le point suivant, qui est le rapport et recommandations du comité de mise en candidature. Donc, simplement souligner en premièrement, avant de laisser la parole à Sébastien, le premier point, c'est qu'il y a 3 administrateurs actuels qui sont en fin de mandat, mais qui ont signifié leur intérêt à poursuivre. Donc, c'est Sébastien Wynne, Nicolas Théberge et Marc Dansereau. Donc, on arrivera tantôt pour l'approbation de ces personnes-là qui veulent continuer à travailler au niveau de la Fondation. Et il y a effectivement à souligner 3 départs au niveau du conseil d'administration. Ouais. Donc, ces 3 départs sont Jean-Luc Pellerin, Bianca et André, tu vas m'aider. André Valiquette. Et André Valiquette. Donc, André Valiquette, malheureusement, n'a pas pu terminer son mandat. Sa situation personnelle l'a obligé à se retirer du CA. Il a quand même passé un peu plus d'une année avec nous. Il a notamment permis de mettre en place un événement dans la région de l'Ontario,
de Toronto. Et je veux le remercier, le CA veut le remercier pour ça. Mais je vais aussi prendre quelques minutes vraiment pour remercier Jean-Luc et Bianca, qu'on côtoie depuis de nombreuses années. Donc, faire une liste de leurs contributions serait trop long. Mais je pense que c'est important vraiment de souligner à la fois au nom du CA et des membres leurs contributions. Et je sais que François, dans un contexte où on est au numérique, a préparé un petit quelque chose. Donc, on vous fera parvenir dans les prochains jours à Jean-Luc et Bianca pour vous remercier de votre contribution pour ces années. On espère vous garder pas loin. On espère vous recroiser aussi régulièrement dès que la situation nous permettra, là, mais vraiment vous remercier chaleureusement. Je ne sais pas si Jean-Luc, tu veux rajouter quelques mots ou... Non, pas vraiment. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie tous. Vous êtes une équipe extraordinaire. Puis comme tout le monde est à même de le voir, la Fondation est extrêmement bien positionnée pour la suite. Et moi, j'ai plein de confiance en vous. Alors, merci à vous tous. Bianca, je sais que ce n'était pas prévu, mais est-ce que tu veux dire quelques mots? Ben oui, écoutez, moi, je quitte, mais je ne resterai pas loin. Fait que je vais continuer à m'occuper pareil du défi à taxi à toutes les années et d'être là pour vous autres. Vous avez des questions par rapport, surtout ceux qui ont des personnes, vu que moi, je vis avec une personne atteinte de la taxi, là. Fait que c'est sûr que toi, Sébastien, aussi, tu as ton neveu, mais tu le côtoies peut-être moins. Fait que ben, je reste toujours disponible. Je resterai toujours disponible pour vous autres sans problème. Ça m'a fait un énorme plaisir d'être sur le CA avec toute votre belle gang. Ça faisait combien de temps, Bianca? Je sais que Jean-Luc... plus de 6 ans. Plus de 6 ans, hein? Je pense que c'était toi la plus ancienne sur le CA. Ouais. Ouais. Okay. Puis tu l'as souligné, c'est vrai qu'on est plusieurs sur le CA à avoir dans notre entourage personnel taxique, mais je pense que comme François et comme toi, c'est une personne au quotidien, c'est vos enfants là. Puis j'ai toujours été impressionné par la disponibilité et l'énergie que vous arriviez à mettre, que ce soit dans nos rencontres d'OCA là. Donc merci pour tout ce que tu as fait, Bianca. Ça fait plaisir. Parfait. Rien. Donc, si vous voulez, je vais continuer le point. Oui, continue. Vas-y. On pourrait s'étendre, mais dans le fond, c'est vrai qu'on a fait une réunion où on a mentionné à Jean-Luc et à Bianca nos remerciements en détail. On serait tenté de continuer, mais disons, le minutage nous interdit de le faire si on a du temps. Donc, les membres du comité de sélection, c'est Sébastien, Diane Roch, moi-même et François-Olivier. On a, comme c'est indiqué, on a utilisé plusieurs sources de contact, non seulement ce qui a été publié sur le site web, l'avis de mise en candidature, mais on a aussi été vers différents sites, comme le site de Charity Village, qui est un site pour l'ensemble du Canada, qui nous a généré des candidatures de Toronto puis de Calgary. Il y avait des organismes plus pointus, Concertation Montréal, c'était Virtual Leadership, c'était des jeunes professionnels qui se montraient intéressés à participer à des conseils d'administration de fondation. On a contacté ces gens-là, même si, honnêtement, avec la COVID, on a pu parler à moins de personnes qu'on avait prévues. Et on s'est également fié à nos connaissances des différents membres du CA, des gens qu'on connaît. Donc, au total, on a rencontré au moins une dizaine de personnes qui s'étaient déclarées intéressées. Des gens du Québec, des gens de l'Ontario, des gens de l'Alberta. Et aujourd'hui, on fait 2 recommandations. On avait 3 postes à combler, puis aujourd'hui, on fait 2 recommandations. La première recommandation, c'est Mme Josée Goulet, qui malheureusement ne peut pas être présente aujourd'hui. Josée a été présidente de Belle Québec. Elle a été présidente également de la Fondation pour la recherche sur le diabète juvénile. Et elle a été aussi vice-présidente du CA de la Fondation du Y des femmes. Donc, c'est quelqu'un qui a une grande expérience en termes de conseil d'administration,
de levée de fonds, d'expérience d'affaires. Donc, c'est une candidature qui nous a été amenée par Diane Rock de notre conseil. C'est des amis, ils ont travaillé ensemble. Et donc, c'est une candidature qui nous a été soumise et qu'on a acceptée avec grand plaisir. Une deuxième personne qu'on recommande aujourd'hui, c'est Mme Ella Pellerin, qui est docteur en psychologie et qui est coach professionnel avec des dirigeants d'entreprises et des particuliers. Et elle connaît la Fondation depuis plusieurs années. Certains l'ont croisée lors des différentes assemblées annuelles. Elle a aussi également de la famille qui est proche, qui est atteinte d'ataxie. Je ne sais pas, Ella, si tu es présente, si tu peux te présenter brièvement. Sinon, Ella est présente. Je ne sais pas si Adam ou François. Oui. Pendant qu'on règle le problème technique, je veux juste souligner là, le message de Jessica Lanneville qui exprimait sa tristesse par rapport au départ de Jean-Luc et Bianca. Vous m'entendez en ce moment? Oui. Oui? Bon, mais parfait. Alors, je vais me présenter rapidement. Oui, c'est ça. Moi, c'est là. Mon intérêt dans la Fondation remonte à vraiment très longtemps, puisque mon frère Yann était atteint de l'ataxie très jeune, en est décédé en l'an 2000, et ma sœur Elsa en est atteinte en ce moment. Donc, c'est très important pour moi d'être impliquée. Je pense que de mon côté, c'est sans savoir déjà où sera mon implication plus prononcée dans la Fondation. Je pense que c'est important pour moi d'être représentative des familles atteintes d'ataxie pour pouvoir avoir cet œil-là sur la chose. Je pense que ce qui m'intéresse beaucoup aussi, ce serait peut-être d'être quelqu'un qui peut démarcher des partenaires de recherche, des projets de recherche. Puis je suis aussi intéressée à offrir mes services, à faire l'interface avec l'ouest du pays, puisque I'm at ease speaking English, and I'm really looking forward to helping out with people in the rest of the country in English. I think there's a need for that. Alors, brièvement, c'est ça. Et je suis vraiment contente que vous considériez ma candidature, puis j'espère pouvoir donner un coup de main à la Fondation dans les prochaines années. Merci beaucoup, Ella. Donc, déjà, on peut te mettre sur 3-4 comités sur nos 6, donc c'est bien. Donc, merci. Merci pour ton intérêt. À noter que le troisième poste qu'on propose de ne pas combler aujourd'hui, c'est le poste d'André Valiquette, le poste qui était à Toronto. On a rencontré des candidats, des candidates intéressantes, mais on a trouvé qu'à ce moment-ci, les profils qu'on avait n'étaient peut-être pas tout à fait exactement ce qu'on désirait. Donc, on a décidé de laisser ce poste-là ouvert et on continue nos démarches à travers les différents sites et nos connaissances. À noter, par contre, que parmi les gens qu'on a rencontrés en Ontario, par exemple, ces personnes-là, même si elles ne feront pas partie de notre conseil dès maintenant, on va les intégrer dans différents comités, le comité de développement du marché de l'Ontario, donc dans certaines activités de levée de fonds, de communication. Donc, on va déjà commencer à intégrer ces personnes-là dans nos comités opérationnels, je dirais. Et puis donc, on va continuer à travailler pour aller chercher une personne, un autre membre du conseil qui serait en Ontario. Voilà. Peut-être, André, peut-être si je peux me permettre, je vais peut-être justement les mettre en avant, là, notamment 2 personnes, donc Trinidad Ruiz et Viveka Parameswaran, qui sont, je pense, les 2 sur l'appel aujourd'hui. Oui. Habituez-vous à ces noms. C'est des personnes qui ont démontré, là, depuis qu'ils nous ont contactés, une belle énergie et une volonté d'aider la Fondation. Donc, je suis à peu près certain que vous allez en entendre parler dans les prochaines années. Donc, je vais déjà leur remercier pour leur intérêt. Parfait. Donc, si je pense merci Sébastien, à l'élection des administrateurs, donc j'aimerais avoir des proposeurs et secondaires pour l'extension des mandats, de la prolongation des mandats de Sébastien Woun, de Marc Danseau et de Nicolas Théberge. Est-ce qu'on peut avoir proposeur et secondaire pour le bloc des 3? C'est possible?
J'ai Sonia Florent et Yves Tapp. Merci. Également, proposeur et secondaire pour la candidature de José Goulet, s'il vous plaît. J'ai Solange Lavoie-Guillemette et Paul Vaillancourt. OK. Et pour Ella Pellerin? Lise Martin et Francine Lévesque. Donc, merci beaucoup et félicitations aux personnes qui sont nommées et renommées au Conseil. Donc, on arrive au prochain point, François-Olivier, qui sont les allocutions scientifiques. Oui. Sans plus tarder, je vais vous donner la vidéo de Dr. Antoine Duquette qui ne pouvait pas être là aujourd'hui car il était de garde à l'hôpital. Il va nous expliquer tout ça. Eh bien, bonjour. J'aimerais remercier François-Olivier Théberge pour cette invitation. On dirait qu'il regarde mon horaire de garde pour choisir les dates des événements d'Atex Canada, parce que malheureusement, je suis de garde aujourd'hui. Mais j'ai pensé leur faire une mise à jour sur la recherche clinique. Donc, allons-y sans plus tarder. D'abord, j'ai déjà remercié François-Olivier, mais j'aimerais encore une fois souligner, puis je pense que j'essaie de le faire à chaque fois, dire que la recherche, c'est vraiment un partenariat entre les patients, les associations comme Atex Canada, les chercheurs, les professionnels de la santé et le public en général. Puis les contributions sont multiples. Évidemment, on parle souvent de l'argent, mais ces contributions-là peuvent se faire en temps, quand les gens partagent leur temps, quand les gens participent à différents projets et y investissent leur temps. Puis ça peut être aussi grâce à vos idées, à vos expériences. Vous allez voir un des projets, le projet de réalité virtuelle, qui est un projet là, qui est né après des discussions, entre autres, avec des gens d'association. Puis vos expériences, parce que des fois, on va ajuster des choses dans des protocoles ou des façons de faire suite aux expériences des patients. Donc, tout ça, je veux remercier tout le monde qui contribue à faire avancer les choses. Une première chose dont je dois parler, c'est la COVID-19, évidemment. C'est un incontournable parce que la COVID-19 a eu un impact important sur plusieurs aspects. Ça a eu un impact sur nos soins cliniques qui ont, pendant une certaine période, été malheureusement interrompus. Puis ensuite, ça a modifié. Dans certains cas, ça a facilité les choses avec l'adoption de la télémédecine, mais malgré tout, il a fallu s'adapter, puis on doit encore s'adapter. Ça a ralenti beaucoup les activités de recherche. Beaucoup de notre personnel était en train de télétravail. Il y a eu du personnel de recherche, malheureusement, qui est tombé malade. Donc, pas nécessairement directement relié à la COVID, mais malgré tout. Le recrutement de nouveaux patients, le lancement de nouveaux protocoles ont été interrompus. Puis, on a rencontré des difficultés aussi, dans certains cas, à recruter des patients pour certains protocoles parce que les gens étaient hésitants à venir à l'hôpital. Sur ce plan-là, je peux vous rassurer là, que les taux de transmission à l'hôpital sont extrêmement faibles parce que les précautions sont évidemment suivies à la lettre. Puis ça a aussi, pour des organismes comme Atex Canada, là, compliqué les levées de fonds. Je vais vous parler un peu d'essais cliniques qui sont en cours actuellement, pas nécessairement en cours ici. En fait, aucun de ces essais-là ne sont en cours au Canada, mais ce sont des essais cliniques qui sont en cours à divers endroits dans le monde ou qui s'apprêtent à débuter. Une étude de phase 2 avec la nicotinamide qui va se tenir dans 8 sites en Europe, avec 225 participants. Il y a une étude avec l'étravirine, une autre étude de phase 2, une trentaine de participants en Italie. Une étude avec le resveratrol qui se tient en Australie.
qui est un antioxydant. Une étude très précoce d'une compagnie qui s'appelait auparavant Chondrial Therapeutics, maintenant qui s'appelle Larimar, qui a une étude de phase 1 en cours actuellement avec une molécule qui est très prometteuse, mais évidemment, tous leurs efforts ont été beaucoup ralentis par la COVID. Il y a aussi une autre étude de RT001 de Retrotope qui a cours aux États-Unis. C'est une étude pour laquelle le recrutement va se terminer là, dans les prochaines semaines. Donc, c'est bien, très bien avancé. Je ne peux pas parler de recherche clinique sans vous parler d'une étude qui avait fait pas mal de bruit dans le monde de la toxine Friedreich. On en avait déjà parlé dans le courant de l'année. On en avait parlé avec François Olivier quand on est revenu de Washington. C'est l'étude sur l'omaveloxolone. Vous connaissez peut-être sous le nom de MOXIe ou MOXIe 2, MOXIe 2. L'étude de cette deuxième phase était une étude de phase 2 avec une molécule, l'omaveloxolone, qui est un activateur NRF2, donc un activateur mitochondrial avec 172 participants qui étaient prévus au départ sur 11 sites. Les critères d'inclusion, c'est d'avoir une toxine Friedreich confirmée génétiquement, mFARS, qui est une échelle de mesure quand on fait des examens physiques qui était entre un pointage de 20 et de 80. Les participants devaient être âgés entre 16 et 40 ans. Les gens devaient être capables de faire un effort maximal. Évidemment, comme dans toutes ces études, il y avait plusieurs critères d'exclusion, mais je vous les épargne. Je vous présente ici le design de l'étude. Ce design nous montre que c'était une étude où les gens étaient traités pendant 48 semaines, soit avec un placebo, donc un comprimé qui n'avait pas la molécule active, ou une dose de 150 mg d'omaveloxolone. Il y a 155 patients qui avaient été évalués, mais finalement, seulement 103 rencontraient les critères et avaient été randomisés. Puis, bon, se sont rendus jusqu'à la fin de l'étude. Les résultats, ce qu'on voit, si vous voyez le panel A ici, donc en gris, c'est les gens qui étaient sous placebo, donc qui ne recevaient pas la molécule active. Puis en noir, c'est les gens qui recevaient l'omaveloxolone. Quand le pointage dans l'échelle FARS diminue, c'est que les symptômes s'améliorent. Puis quand le pointage augmente, c'est que les symptômes se détériorent. Une des choses intéressantes qui a été apprise, puis évidemment, on connaît bien cet effet-là, c'est l'effet placebo, parce que si vous remarquez, jusqu'à 12 semaines, donc juste pour les 3 premiers mois, et les gens sous placebo et les gens sous omaveloxolone s'amélioraient. Donc, même les gens qui ne recevaient pas la molécule active avaient une amélioration de leur performance. Mais après, dans les semaines suivantes, là, les 9 mois suivants, on voit que les gens qui avaient l'omaveloxolone tendaient à se stabiliser, puis les gens qui recevaient le placebo, il y avait une progression de la maladie. Pour finir avec un écart de 1,93, presque 2 points à l'échelle FARS après 48 semaines. En août 2020, en fait, l'article a été publié au mois d'octobre, mais les données avaient été présentées à la FDA américaine, qui est l'équivalent de Santé Canada, qui est l'organisme réglementaire qui décide si un médicament va entrer sur le marché. Puis, il montrait une amélioration de 1,93 points, ça je vous l'ai dit, à 48 semaines. Il montrait aussi que la molécule était sécuritaire et bien tolérée. Par contre, ils ont dit à ce moment-là que les données étaient insuffisantes pour appuyer l'approbation sans qu'il y ait une autre étude de confirmation.
Puis là, ben, les gens de la compagnie qui s'appelle Reata, avec les gens de FARA, la Friedreich's Ataxia Research Alliance, organisation de recherche américaine, avec certains cliniciens, chercheurs sur la maladie, ont rencontré la FDA. Puis on dit ben, probablement que ce serait difficile de faire une autre étude parce que la maladie ne progresse pas très vite, parce qu'il y a un petit nombre de patients, un petit nombre de chercheurs qui peuvent faire les évaluations pour faire les essais cliniques, et dans le contexte aussi des restrictions associées à la COVID. Donc, ce qui a été proposé, c'est de faire des analyses supplémentaires parce que à la fin d'un protocole de recherche, en général, il y a ce qu'on appelle une extension. Donc, les gens avaient reçu soit le placebo ou la molécule active pendant qu'ils recevaient le traitement, mais par la suite, reçoivent forcément la molécule active. Je ne peux pas dire que c'est nécessairement un traitement qui fonctionne, parce que des fois, c'est des traitements qui ne fonctionnent, qui n'ont pas les effets escomptés. Mais ça nous permettait quand même de voir un autre groupe de patients qui avaient reçu le placebo, puis qui, là, recevaient la molécule active. Donc, Reata a soumis ces données-là, puis le 24 novembre, la FDA a transmis une autre décision. Donc, 24 novembre, c'est vraiment tout récent, c'est cette semaine. Ils ont dit ça ne renforce pas la soumission originale. Donc, ils ne pouvaient toujours pas approuver la soumission. Donc, il faudrait faire probablement une nouvelle étude. La compagnie est en train de réfléchir à ce qu'ils font. Moi, je n'ai pas eu de contact avec la compagnie, donc je ne connais pas directement leurs intentions, mais ils ont exprimé publiquement que c'était leur intérêt. Ils ont aussi, en parallèle, mentionné qu'ils avaient l'intention de soumettre pour une approbation hors des États-Unis. Je ne connais pas la situation pour Santé Canada parce que pour toutes sortes de raisons légales, ils ne peuvent pas le mentionner, mais ils avaient l'intention de soumettre à Santé Canada en même temps à peu près qu'aux États-Unis. Moi, je n'ai pas eu de nouvelles à ce sujet-là, mais il y a beaucoup de précédents où des médicaments ne seraient pas approuvés aux États-Unis, sont approuvés ailleurs dans le monde, incluant au Canada. Donc, il faudra voir là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, comment tout ça va se résoudre. Je vais évidemment en profiter pour parler des études que nous faisons ici localement. La première étude, puis ça aussi, on doit remercier l'excellent travail de François Olivier pour nouer des alliances et des partenariats. C'est une étude qui est, en tout cas pour le site qui est au CHUM, qui est un cofinancement entre FARA, cet organisme américain, et Ataxie Canada, qui est une étude d'histoire naturelle qu'on appelle FACOMS, pour Friedreich's Ataxia Clinical Outcomes Measure Study. Donc, une étude de mesures cliniques dans l'ataxie de Friedreich, qui se fait dans le contexte du consortium qui s'appelle le CCRN-INFE, donc un réseau de recherche collaboratif sur l'ataxie de Friedreich. Ici, au CHUM, dans la dernière année, on a recruté 23 participants. On espérait en recruter une quarantaine, mais à cause de la COVID, évidemment, ça a beaucoup ralenti les choses. Les recrutements ont été complètement interrompus pendant plusieurs mois, mais on a repris. On a même 2 participants, je pourrais même dire 2 participantes, qui ont fait une deuxième visite. Puis le recrutement est ouvert aux participants de 14 ans et plus pour l'instant. Je suis en train de travailler parce que c'est ça, j'ai travaillé là-dessus beaucoup, à essayer de voir si on pouvait, à partir de quel âge on pouvait voir des patients ici au CHUM. La réponse a été assez ferme, en fait même très, très ferme. J'ai posé la question plusieurs fois. Ce ne sera pas possible de voir de patients de moins de 14 ans au CHUM. Donc, pour toutes les études actuellement, tant qu'on n'a pas un partenariat formel avec un centre pédiatrique, ce sera toujours pour des patients de 14 ans et plus. Même dans le contexte d'une étude d'histoire naturelle où il n'y a pas d'intervention, où il y a très, très peu de risques là, à part une prise de sang.
Ça va déjà donner naissance. En fait, il y a beaucoup de publications qui sont sorties de ce consortium-là, mais moi-même, j'ai participé à une première publication sur la scoliose dans la maladie. Donc, on travaille avec l'hôpital Sainte-Justine pour essayer de faire un partenariat justement pour pouvoir étendre cette étude-là, puis éventuellement pouvoir offrir aussi des essais cliniques aux gens de moins de 14 ans. Je peux vous parler d'un premier essai clinique. Ça aussi, on est très content pour en faire une annonce formelle au moment où ouvrira le recrutement, mais les choses avancent très bien. En fait, on a notre approbation préliminaire de l'éthique. On va avoir une visite d'initiation bientôt. C'est pour une molécule qui s'appelle la vatiquinone. Le commanditaire est une compagnie qui s'appelle PTC Therapeutics pour une étude de phase 2-3. C'est une molécule pour laquelle il y a déjà une étude dans la texte Friedreich il y a plusieurs années, pour laquelle le profil était très sécuritaire. Il vise à recruter 126 participants. Le recrutement vient de débuter à Philadelphie, puis les autres sites s'en viennent bientôt. Il va y avoir des gens qui vont recevoir la vatiquinone, d'autres gens qui vont recevoir un placebo. Puis, éventuellement, il va y avoir une extension. Après les 72 premières semaines, il va y avoir une extension de 24 semaines où tout le monde va recevoir la vatiquinone. Il faut avoir un diagnostic d'ataxie de Friedreich confirmé génétiquement. Il faut absolument que les deux mutations soient des expansions. Pour l'ensemble de l'étude, les patients âgés de 7 ans et plus sont admissibles, mais pour l'instant, ici au Québec, ça va être à partir de 14 ans. Il faut que les gens soient capables de marcher 10 pieds ou plus en 1 minute, avec ou sans assistance, mais il ne faut juste pas être absolument dépendant du fauteuil roulant, mais quelqu'un qui est capable de faire marcher 10 pieds en 1 minute, même avec des ambulateurs, un support de 2 mains, 10 pieds en 1 minute. Des gens sont éligibles. Il faut être capable d'avaler les comprimés. Il ne faut pas avoir participé à une étude d'intervention dans les 2 mois avant le recrutement dans cette étude. Ce que ça demande, ça va être la durée de l'étude, ça va être 2 ans, mais il va y avoir une dizaine de visites en personne, puis entre-temps des visites de suivi téléphonique. Donc, ce n'est pas nécessairement une étude qui est si demandante en termes de déplacement. Puis, il faut prendre un comprimé qui, je crois, est 3 fois par jour. On était bien contents, en fait, cette semaine d'apprendre que notre projet aussi, qu'on avait développé en partie, là encore, François-Olivier a été très important dans le développement de ce projet-là parce que c'est lui qui m'a mis en contact avec David Labbé, qui est le co-chercheur qui va travailler avec moi sur ce projet-là, qui est un chercheur au CHU, donc ça tombe bien parce qu'on est voisins, mais qui est aussi professeur à l'École de technologie supérieure, à l'ETS. Puis on va travailler ensemble à développer des outils de réalité virtuelle pour évaluer l'atteinte motrice chez les patients avec ataxie. Puis en fait, c'est un des gros problèmes puis on va commencer avec des patients avec l'ataxie Friedreich, mais certainement que cette méthode pourrait être applicable à plusieurs autres formes d'ataxie. C'est que dans beaucoup d'échelles de mesure, les échelles de mesure sont très dépendantes de la capacité des patients à marcher. Puis, on n'a pas de mesure très précise pour les membres supérieurs. Donc, il faut nettement qu'on améliore cet aspect-là. Et par ailleurs, les mouvements oculaires, parce que beaucoup d'ataxies affectent le contrôle des mouvements des yeux, c'est difficile de mesurer ça au chevet. Puis le développement de nouveaux casques de réalité virtuelle permet d'enregistrer les mouvements des yeux puis de suivre les mouvements des yeux. Donc, on veut utiliser il y a différents types de casques de réalité virtuelle. Celui que je montre ici, c'est le Oculus Quest, qui est un des types qu'on va utiliser. Puis, ce qu'on veut, c'est que les participants puissent essayer. L'étude va se faire en 2 parties. Elle va avoir une première partie où ça va vraiment être une étude de faisabilité avec 5 participants qui ont une ataxie de Friedreich, qui on va mettre le casque, puis faire un questionnaire avec une entrevue pour avoir un peu l'impression que les gens vont avoir d'avoir utilisé ce casque-là, en fait, les 2 types de casques. Et ensuite, ça va permettre à nos collaborateurs de développer
des outils qui vont nous permettre de faire des mesures plus précises. Donc, on va d'abord avoir cette étude de faisabilité-là, puis ensuite, probablement plus d'un an plus tard, pour permettre à l'équipe du Dr Labbé de faire son développement. Là, on va avoir l'étude avec les outils, avec une vingtaine de participants avec le Taxi de Reich, puis une dizaine de participants sans atteinte neurologique. Fait que, pour ceux qui participeront à la première étape, ce sera une seule visite. Puis pour ceux qui participeront à cette étape subséquente, et pour les membres supérieurs et pour les mouvements oculaires, là, on va probablement combiner les deux à l'intérieur de la même visite. En fait, on va probablement faire une première mesure, une autre mesure quelques semaines plus tard pour voir si c'est vraiment reproductible. Puis, idéalement, on ne l'avait pas mis sur 3 ans, mais probablement qu'on aimerait pouvoir faire une autre mesure ou d'autres séries de mesures plus tard pour voir si les choses sont corrélées avec les autres mesures cliniques puis l'évolution clinique de la maladie. Donc, c'est un projet qu'on va commencer très bientôt. Je ne peux pas vous dire qu'on peut commencer le recrutement, mais si des gens sont intéressés à y participer, évidemment, vous pourrez me contacter. Je vous parle aussi d'une autre étude qu'on s'apprête à débuter parce qu'on a beaucoup parlé de projets qui portaient sur l'ataxie de Friedreich, mais évidemment, les ataxies, c'est très, très large. Tout un autre groupe d'ataxies qui sont les ataxies de transmission autosomique dominante, la famille des SCA, les SCA, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, puis il y en a des dizaines et des dizaines. Donc, c'est une étude d'histoire naturelle qui ressemble beaucoup au modèle de l'étude FACOMS pour l'ataxie de Friedreich dont je vous ai parlé plus tôt. Et cette fois-ci, ça va être un partenariat entre Ataxie Canada et la National Ataxia Foundation qui pilote un peu cette étude-là. C'est une étude qui actuellement se tient sur 14 sites seulement aux États-Unis. Il y a 3 sites là, qui devraient se joindre, 2 autres aux États-Unis, puis nous ici au Canada. On a eu des discussions encore là. Évidemment, la COVID a beaucoup ralenti les choses, mais là, j'ai une nouvelle coordonnatrice de recherche qui travaille à ramasser les documents. On va faire les traductions des documents qui doivent être traduits, puis on va débuter cette étude-là, soumettre à l'éthique, puis débuter, je pense, au début de l'année 2021. Donc, les patients avec SCA 1, 2, 3, 6, 7, 8 et 10 pourront être recrutés dans cette étude-là. C'est une visite annuelle, des questionnaires, examens physiques, prise de sang, puis pour les gens qui acceptent. Puis c'est sûr que c'est très, très précieux pour la recherche. On peut faire des ponctions lombaires puis recueillir du liquide céphalorachidien. Donc là aussi, puis c'est de l'intérêt pour étudier ça parce que pour vraiment comprendre ou trouver des bons marqueurs de la maladie, que ce soit pour les ataxies dominantes, puis pour beaucoup des maladies neurologiques évolutives, la recherche est très, très active sur le liquide céphalorachidien. Fait que s'il y a des gens qui seraient ouverts à participer, à avoir des fonctions lombaires, ça me fera plaisir d'en parler avec vous parce que c'est vraiment une piste intéressante. Bien, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je voudrais tous vous remercier pour votre attention, vous remercier pour votre participation, vous remercier pour votre appui. Puis, bon, j'aurais aimé ça pouvoir répondre à vos questions en direct, mais n'hésitez pas, vous pouvez passer à travers François Olivier ou me contacter par courriel. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Bonne fin de journée, bonne fin d'assemblée. Donc, bonjour, je suis le Dr Nicolas Dupré, neurologue, et puis je suis le responsable de la clinique de neurogénétique du CHU de Québec et aussi d'un groupe de recherche qui s'active à trouver des nouvelles ataxies et aussi éventuellement investiguer des traitements sur les ataxies ou sur d'autres maladies rares. Donc, c'est un grand privilège pour mon équipe de recherche de recevoir cette subvention de Ataxie Canada. Donc, je remercie Ataxie Canada et tous ses donateurs de financer la recherche à chaque année.
Le projet de recherche dont on parle aujourd'hui, c'est un projet de recherche sur l'ataxie de Bose ou ARCA de type 1. Cette ataxie a été découverte conjointement avec le docteur François Gauvry et le docteur Guy Audeau. Ça fait plusieurs années que cette ataxie a été découverte, mais il y avait eu des avancées plutôt modestes pour ce qui est de la compréhension du rôle du gène impliqué. La raison, c'est que ce gène-là est complexe. Il est très, très gros, très volumineux. C'est un des plus grands gènes qui existent dans le génome humain. Alors, ce qu'on planifie dans ce projet, c'est de prélever des patients pour isoler des cellules primitives et de les différencier en neurones primitifs qui vont nous permettre après ça de générer des organoïdes ou des, si on veut, des tissus qui nous permettent de reproduire in vitro certaines parties du cerveau humain. Donc, les organoïdes vont nous permettre de beaucoup mieux comprendre le rôle de ce gène-là et ils vont nous permettre éventuellement de générer des modèles in vitro qui vont nous permettre d'essayer de nouvelles thérapies et donc d'arriver plus proche de notre objectif de traiter cette maladie rare qui est tout de même une ataxie fréquente au Québec et qu'on commence à décrire de plus en plus à travers le monde. Merci beaucoup à Ataxie Canada. Je pense que vous savez tous que le but de mon laboratoire, c'est de développer une thérapie génique pour l'ataxie de Friedreich. L'ataxie de Friedreich est due à une longue répétition d'un trinucléotide GAA dans l'intron 1 du gène de frataxine. Alors, ce que nous avons pour objectif, c'est d'enlever cette longue répétition GAA en utilisant la technologie CRISPR-Cas9 afin d'augmenter l'expression de frataxine. Pour enlever la répétition GAA, il faut livrer les composantes du système CRISPR, soit la protéine Cas9 ou le gène de Cas9 et 2 ARN guides. Un des moyens pour livrer ces composants, c'est d'utiliser un adeno-associated virus. Un des problèmes, c'est que le gène de la SP-Cas9 est trop gros pour être livré avec 2 ARN guides par un seul AAV. Donc, nous avons travaillé à utiliser une Cas9 qui s'appelle CG-Cas9 qui est plus petite. En utilisant le gène CG-Cas9 qui est plus petit, nous pouvons enlever la répétition GAA dans le gène de la frataxine dans des fibroblastes qui proviennent de patients Friedreich. Nous avons été capables de livrer au cerveau le gène mCherry, une protéine fluorescente rouge. Et vous voyez que le cerveau est un peu plus rose pour celui qui a été livré. On le détecte mieux avec un appareil qui détecte la fluorescence rouge. Nous avons pu enlever la répétition GAA dans le cerveau et dans le cœur de souris modèles de l'ataxie de Friedreich en livrant le gène de la CG-Cas9 et 2 ARN guides par un AAV PHP.B. Le principal problème d'utiliser des adeno-associated virus, c'est que ça coûte $1 million par patient pour faire produire ces virus-là. Donc, nous cherchons à utiliser un autre moyen, qui est les vésicules extracellulaires. Les vésicules extracellulaires, je vous rappelle, sont des petites boules qui sont produites spontanément par chacune des cellules de notre corps. Ces vésicules sont extrêmement abondants dans le plasma humain, et donc ça ne coûtera pas cher pour les produire. Ici, nous avons démontré que nous sommes capables de livrer, avec des vésicules extracellulaires, des gènes. Ici, nous avons livré le gène qui code pour une protéine fluorescente verte à des cellules en culture. On utilise ce gène-là tout simplement parce que c'est facile de voir si ça a été livré ou non. Les cellules deviennent vertes. Nous avons aussi été capables de livrer, avec des vésicules extracellulaires, la protéine SP-Cas9 et 2 ARN guides à des cellules en culture. Ici, les ARN guides ciblent un gène qui s'appelle DT-tomato. Et lorsqu'ils coupent ce gène-là, les cellules deviennent fluorescentes rouges, indiquant que nous avons livré la protéine SP-Cas9 et les 2 ARN guides. Nous avons été capables aussi d'injecter dans le nez des souris des vésicules extracellulaires qui contiennent la protéine SP-Cas9 et 2 ARN guides. Ces vésicules extracellulaires se sont rendus jusqu'au cerveau des souris. Ils ont modifié des gènes à l'intérieur des neurones dans le cerveau et
les neurones sont devenus rouges, montrant qu'on est capable de livrer, on est capable de modifier des gènes avec des SPK9 livrés par des vésicules extracellulaires. Nous sommes donc capables de livrer des protéines et des gènes au cerveau avec des vésicules extracellulaires. Les expériences actuelles ont pour but de démontrer que nous sommes capables d'enlever la répétition GAA dans le gène de la frataxine, dans le cerveau et dans le cœur des souris modèles, en livrant la protéine SPK9 et 2 ARN guides avec des vésicules extracellulaires. Ceci va servir de résultat préliminaire pour éventuellement être capable de demander la permission de faire un essai clinique basé sur cette approche thérapeutique. Parfait. Merci, merci François. Donc, je pense que ça conclut les interventions. Il reste les questions. Je vais commencer dans l'ordre d'arrivée par la question de Yves Tapp. Est-ce que vous pourriez parler du comité Québec-Appalaches qui s'est ouvert dernièrement? Je pense que François, tu peux en parler quelques minutes? Oui, je sais que ça a été l'année passée, quelques membres qui ont désiré créer un comité Chaudière-Appalaches. Ce n'est pas un comité qui a été très actif. Je ne peux pas vous dire la raison exacte, mais c'est quelque chose qui ne s'est pas maintenu dans le temps. Souvent, les gens veulent bien faire, veulent être bénévoles. C'est sûr qu'on a eu la réalité du COVID et beaucoup d'autres réalités là, qui ont un peu, on peut dire, freiné un peu l'entrain des gens et des bénévoles cette année. Peut-être aussi, je ne me souviens plus si François, c'est quelque chose que tu as évoqué dans ton rapport d'activité. Est-ce que tu as parlé de nos discussions avec BC Ataksha? Est-ce que c'est quelque chose? Non, mais c'est quelque chose qui est encore en discussion présentement. OK, parfait. OK, parfait. De ça, donc on va continuer. Alors ensuite, il y a des questions d'ordre scientifique. Je vais me tourner vers toi, François, mais j'imagine que s'il y aura besoin, tu pourras répondre ultérieurement avec La première question est une question de Karine Lévesque. Ma question, si un vaccin arrive en janvier pour la COVID, comme ma mère est immunosupprimée, on risque de l'avoir rapidement afin de la protéger. Est-ce qu'avec l'ataxie, il y a une contre-indication? Je pense que ça, c'est une question à poser probablement à Dr. Duquette ou à un autre professionnel de la santé. Je fais beaucoup de recherches, oui, sur l'ataxie, mais je vais laisser les professionnels de la santé répondre à cette question-là. Je ne connais pas encore tous les aboutissants de chaque vaccin proposé et leur impact. Donc, OK. Si je peux me permettre, c'est Sandy ici. Oui, vas-y, Sandy. Tant que les vaccins ne sont pas officiels, on ne peut pas savoir les contre-indications puis les exclusions à recevoir le vaccin. Alors, c'est beaucoup trop tôt pour le savoir présentement. Parfait. Merci, Sandy. Ensuite, la question de... Peut-être je vais aller directement à la question de Karine Lévesque avant de revenir à celle de Sonia, qui indiquait comment on fait pour contacter le docteur Antoine Duquette par courriel. François, est-ce que... Oui. Attendez, je l'ai habituellement assez rapidement, mais c'est Antoine, c'est simplement Antoine.Duquette @umontréal.ca. Donc, c'est Antoine.Duquette @umontréal.ca. Peut-être que je pourrais suggérer, quand vous avez des questions, c'est de mettre François Olivier, et puis si vous êtes à l'aise, mettre François Olivier aussi en copie. S'il y a des réponses qui sont d'intérêt, je suis certain que François le partagera à l'ensemble des membres. Une manière à la fois de faire bénéficier à tous des réponses qui sont apportées, et puis aussi
respecter le temps qui est précieux du docteur Duquette. Il y a une question de Sonia Florent. Pourquoi l'essai clinique est 14 ans et plus au Québec comparativement à ailleurs? Ça, je pense que Dr. Duquette, il en a posé. C'est que lui, dans le fond, étant le chercheur principal responsable de l'étude, ne peut que voir les 14 ans et plus à son institution. Donc, on est en recherche présentement de partenaires pédiatriques. On a eu des discussions et avec le Montreal Children's Hospital et avec Sainte-Justine. Donc, on espère avoir des réponses positives pour vous. C'est une contrainte qu'on a présentement, mais qu'on essaie de travailler avec le docteur Duquette, son équipe et tous les autres professionnels. Une autre question de Karine Lévesque. Est-ce que le docteur Dupré recherche des patients atteints d'ataxie de Beauce? Dans son application scientifique, je ne sais pas s'il y a besoin. Je sais qu'il va prélever, des cellules pour les cultiver des patients. Je sais que c'est une forme d'ataxie qui est quand même assez... Il y a quand même beaucoup de patients au Québec. Il faudrait le contacter, son équipe plus directement, voir si... c'est sûr que, comme Antoine le mentionnait, les participants d'études est toujours apprécié et voulu dans différentes études. Donc, okay. Est-ce qu'en complément de réponse, j'anticipe s'il y a besoin de contacter le docteur Dupré, est-ce que la personne doit passer par toi ou tu peux communiquer aussi? Oui, mais dans le fond, comme toutes les études, il y a souvent, là, on pourrait dire approuvé le projet, puis il y a toujours une phase qui est recrutement. Donc, dès qu'on va avoir les documents de recrutement, on va les envoyer à tous les membres, que ce soit par courriel et par médias sociaux, pour que tous puissent avoir la chance d'appliquer, de voir les critères d'inclusion, d'exclusion, peu importe l'étude. Parfait. Merci François. Un commentaire de Jean que je vais partager au groupe. Toujours extraordinaire le travail du professeur Tremblay. Donc, commentaire de Jean. Et j'ai une dernière question d'Amélie Payette. Quel est le niveau de confiance de la communauté scientifique envers un remède d'ici les prochaines années pour l'ataxie de Friedreich? Ça, c'est difficile à répondre. C'est sûr que ça dépend vraiment du chercheur, du groupe. C'est sûr que quand je parle aux gens de FARA, eux sont très enthousiastes, très emballés parce qu'il y a, un peu comme le docteur Duquette en a parlé, il y a plusieurs différentes avenues qui sont investiguées présentement en différents niveaux. On parle aussi souvent à des chercheurs qui nous disent on fait des choses dans nos laboratoires maintenant qu'on rêvait de faire qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc, c'est sûr qu'il y a une accélération au niveau de la recherche. On est tous ici à la réunion, on veut tous que ça avance. Est-ce qu'il y a des certitudes en recherche? Malheureusement, non. Donc, on ne peut que continuer notre travail à la Fondation et que les gens aussi participent que ce soit les essais cliniques, les études d'histoire naturelle. Donc, Parfait. Merci François. Et puis un dernier commentaire de Jean que je vais... Adam, est-ce que tout le monde peut voir les questions? On est les seuls. Je vais la lire. Une question de Jean Phoenix. Commentaire même. Il y a beaucoup de personnes atteintes d'ataxie dominante. Félicitations pour la recherche sur les SCA. Il y en a encore d'autres formes plus fréquentes au Québec. Donc, je partage ce commentaire de Jean Phoenix à tous. Aussi, dans... Ah, never mind, la main a été baissée. Je pensais que c'était peut-être une question. Il y avait une main levée. Ah, parfait. Bon. C'est revenu. Donc, Jessica Laneville a levé la main. C'est peut-être une question en live. OK. Comment va fonctionner, Adam? Est-ce qu'on va lui donner la parole? Ou... Frank, si tu es d'accord avec ça, je vais donner la parole à Jessica. Oui, ça va nous faire plaisir. Chaque année, Jessica... Salut Jessica, on devrait t'entendre.
Donc, ça ne sera pas bien long. Présentement, elle est en sourdine. J'ai appuyé sur le bouton pour lui demander. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Jessica, on t'entend tous. Oui, c'était simplement une petite... parce que j'ai rencontré le Dr. Duquette il y a 2 ou 3 semaines. Là. C'est simplement une petite... pour apporter une petite précision pour le 14 ans et plus dans la recherche du vent quelque chose, là, que je ne me rappelle plus de son nom. Puis, dans le fond, ce qu'il m'expliquait aussi, c'est que présentement, à Philadelphie, l'étude était déjà enclenchée avec ces patients-là, les 21 ans et moins. Donc, la nouvelle phase qui veulent aller chercher d'autres patients de 14 ans et plus. Donc, c'était aussi pour ça. Là, oui, Dr. Duquette, il est lié, il ne pouvait pas faire la recherche là, pour, au CHUM là, par rapport aux 14 ans et moins. Mais cette portion de recherche-là, ce qu'il m'a expliqué, c'est que c'était vraiment rendu à des adultes. Là. C'est pour ça que la phase 2 de 3, dans le fond, se ferait avec des 21 ans et plus. Si j'ai bien compris ce qu'il m'a expliqué. Donc, c'était simplement pour apporter ce petit commentaire-là. Tandis que j'ai la parole, ben merci beaucoup à tout le CA. Puis, je voulais dire merci à Jean-Luc et Bianca pour votre bon travail avec nous. C'est très apprécié. Bon, ben là, je ne parle plus. Tu peux me remuer. Non. Je sais pas si tu l'as vu, Jessica, Jean-Luc, tu as écrit un petit mot justement pour te remercier pour ton message. Parfait. Donc, merci Jessica pour cette information additionnelle. Je vois que ça fait le tour des questions. Là, peut-être donner la chance. On va passer à l'avant-dernier point qui est l'élection du comité exécutif. Il y aura encore une petite période aussi où on pourra peut-être répondre à d'autres questions, commentaires. Si certaines se sentent à l'aise d'intervenir quelques minutes, comme l'a fait Jessica, là. Vous pouvez peut-être faire un petit message pour demander la parole. Sébastien, oui, si tu me permets, je vais commencer ce point-là. Oui, vas-y. Donc, simplement pour vous mentionner que Jean-Luc nous a avisé à peu près au printemps de sa décision de ne pas demander un renouvellement de mandat. Et donc, c'était un choc pour nous. Et donc, on a eu des discussions très, très ouvertes au CA et avec Jean-Luc sur son remplacement. Et donc, Sébastien a été un choix unanime. Pourquoi? Parce que, bon, évidemment, il y a des éléments de continuité. Sébastien connaît bien la Fondation depuis plusieurs années, mais il nous amène aussi une perspective large en termes de ses compétences financières. Hein. Il a été trésorier de la Fondation pendant plusieurs années. C'est lui-même un gestionnaire de carrière. Il a des intérêts clairs au niveau stratégique et de communication. Et il est proche des personnes atteintes. Donc, tous les éléments de service et de recherche sont importants pour lui. Donc, on a trouvé au CA que c'était un excellent candidat. Ça, c'était des discussions au printemps, au début de l'été. Et donc, avec Jean-Luc, on a organisé un processus de passation, je dirais. Donc, ce qui fait que Jean-Luc et Sébastien ont énormément discuté. C'était un processus très, très ouvert avec tous les gens du conseil. Donc, je vais simplement mentionner que pour le poste de président, que la recommandation, c'est Sébastien qu'on le recommande. Donc, il y a eu une planification qui s'est faite à l'avance pour le remplacement de Jean-Luc. Et Sébastien, bien, dans le fond, a pu se faire les dents au poste de président depuis les 5-6 derniers mois en collaboration avec Jean-Luc. Donc, c'est à l'unanimité que le CA recommande Sébastien comme nouveau président. Et je trouvais, Sébastien, que j'étais mieux placé pour dire tout ça que toi-même sur toi-même. Donc, c'est la raison pour laquelle je t'ai coupé. Parfait. Donc, si ça peut rassurer, comme tu disais que je me suis fait les dents, je les ai encore toutes, ou en tout cas, celles que j'avais avant, je les ai toutes conservées dans les derniers mois. Là, donc, ouais. C'est plutôt positif. Donc pour le comité exécutif, la recommandation pour le poste de président, c'est Sébastien. Trésorier, c'est en continuité, c'est Marc Dansereau. Et secrétaire, moi-même, André de Montigny. Vous noterez que
on propose pour le moment de ne pas combler le poste de vice-président immédiatement. On aimerait avoir la chance d'intégrer les nouveaux membres au conseil d'administration au cours des prochains mois. Et sachez aussi que tous les membres actuels du conseil d'administration sont impliqués dans les différents comités. Donc, on s'est dit qu'on a aussi également un poste vacant en Ontario. Donc, plutôt que de procéder immédiatement, on s'est dit on peut fonctionner avec les 3 personnes de l'exécutif. Tout le monde est déjà impliqué et puis on va être capable de faire une décision peut-être plus éclairée au cours des prochains mois. Donc, on s'engage à nommer la personne de vice-présidente d'ici la fin de la première moitié de 2021. Donc, c'est la proposition du CA, de l'exécutif. Et est-ce que je pourrais avoir soit des commentaires des gens ou finalement une proposition, une recommandation? Donc, on a d'abord Lise Martin qui dit bravo Sébastien dans les questions. Mais ensuite, on a aussi des mains levées. Je vais commencer par donner la parole à André, si vous êtes d'accord avec moi. Je suis d'accord avec ce que j'ai dit. Non. Parfait. Donc, André devrait avoir le droit de parole, devrait être capable de s'enlever de la sourdine dans un instant. C'est Andy ou André? André. Andy, mon erreur, je suis désolé. Et puis c'est Jean qui l'homme d'expérience qui nous rappelle que c'est le conseil qui élit les officiers désignés à l'AGA à leur poste, pas l'Assemblée générale, lors de la première réunion du conseil. Donc, André, peut-être, ou peut-être qu'on peut faire intervenir Solange, qui s'il n'est pas loin là. Est-ce qu'il y a besoin d'un proposeur et secondeur? Là, Jean semble dire que ça n'est pas nécessaire. Peut-être que c'est juste informatif. Ah, Solange veut lever la main. Ah, ça va me faire plaisir de... Adam, même si tu n'as pas l'accord de François-Olivier, je te demande de donner la parole à Solange. D'accord. Donc, Solange devrait avoir la parole. Elle a juste à s'enlever de la sourdine. Pour ceux qui sont en sourdine, ça va être en bas à gauche. Il va y avoir un bouton avec un micro. Simplement peser dessus pour vous enlever de sourdine, de mute. J'ai vu qu'elle avait elle l'avait enlevé à un moment donné. OK, c'est bon. Bonjour Solange. Bonjour, ça va bien tout le monde? Oui. Bonjour. Alors, André, tu n'as pas besoin de proposeur secondaire pour cette élection-là est au niveau de l'exécutif uniquement. Excellent. Donc, je profite de l'occasion pour remercier les Jean-Luc et Bianca pour leur magnifique travail qu'ils ont fait au niveau de l'association. Alors, je vous embrasse. Merci, Solange. Merci. Merci beaucoup, Solange. Je maintiens la proposition du comité exécutif de André, malgré... c'est la seule erreur depuis que je le côtoie depuis 3 ans. C'est la seule erreur de processus qu'il fait. Donc, je renouvelle ma confiance. Non, on a fait la même erreur l'année passée. La même. Et donc, mais on n'était pas certain, donc on avait fait proposeur secondaire au cas où. Et c'était une question de gens. Donc, c'est une reprise. Oui. C'est bien. À l'année prochaine. Je vois le commentaire de démarrer. Alors, je suis pas certain du prénom qui propose qu'on nomme une femme au poste de VP. Ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit très fortement parmi les personnes pressenties. Il est fort probable que ce soit une femme. Donc, on vous tiendra informé. Un message de Karine. Merci à tous. Je pense qu'on est rendu, André, au point de clôture de l'Assemblée générale. Exact. Parfait. Une dernière chance pour des commentaires. Peut-être aussi, je me rends compte qu'on a entendu à peu près tout le monde du CA, sauf Nick et Diane. Est-ce que Nick et Diane veulent dire un petit mot dans la mesure où c'est des personnes aussi qui contribuent tout au long de l'année. Puis je pense que c'est une belle occasion aussi pour les remercier. Nick, tu veux dire quelques mots? C'est pas absolument nécessaire, mais c'était vraiment cette année, c'était un peu plus dur que les années précédentes, c'est sûr, avec le COVID, mais on fait ce qu'on peut. On essaie de communiquer avec notre famille ataxique dans l'Ouest. On va continuer ce qu'on va faire.
Parfait. Merci, Nick. Diane? Alors, Diane, il faut que tu enlèves le micro. Que tu enlèves. Donc, pour la sourdine, ça va se trouver en bas de l'écran, au coin à gauche. Un petit micro dessiné avec du vert qui monte et qui descend quand vous parlez. Je remercie Jean-Luc, je me répète, je remercie Jean-Luc et Bianca pour leur merveilleux travail durant toutes ces années. Merci. Merci, Diane. Elle a été mentionnée plusieurs fois aussi. Diane apporte beaucoup d'expérience au niveau du CA et a pesé notamment sur des initiatives, je pense à des recrutements au niveau du CA ou sur ouvrir aussi des fois des pistes. Ça a toujours été pertinent. Merci, Diane, aussi pour ta présence. Merci beaucoup. Je regarde une dernière fois. Il n'y a pas d'autres commentaires. Je vous encourage. C'est un format un petit peu particulier, donc je veux vous remercier à tous pour votre patience aujourd'hui. On continue. Je suis très honoré. Je prends là aussi ce poste de président avec beaucoup d'humilité. Le gros du travail, c'est François Olivier qui le fait. Donc, aussi encore une occasion de remercier François pour l'année que tu as faite, puis pour maintenir toute l'énergie que tu as démontré pour les prochaines années. Comme je vous disais, c'est toute une équipe. Donc, moi, dans ce rôle de président, je veux surtout assurer la continuité. Je pense que toutes les initiatives qui ont été faites dans les dernières années, j'ai eu la chance de côtoyer Lucie, Jean-Luc sur ces dernières années. J'ai surtout la volonté d'assurer la continuité. Je pense qu'on va dans la bonne direction. Donc, on veut continuer. Je veux continuer à m'assurer que ça aille dans cette direction. Puis ça fait le tour. Je vois un dernier message. Jessica qui nous renvoie un merci. Sonia aussi. Florent merci pour votre travail. Donc, format un petit peu particulier. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires. Je veux aussi remercier Adam. J'ai trouvé que c'était très très bien organisé pour une première. J'espère que ça a été aussi agréable pour vous, tout ce qui était derrière là. Donc voilà, je pense qu'André, on est rendu à… Est-ce que j'ai oublié des choses, André? Non, ça va bien. Mais je pense que là, on a besoin d'un proposeur secondaire pour terminer le meeting. Parfait. OK. Remercier notre traducteur aussi, qui j'imagine va pouvoir s'auto-remercier dans la langue de son choix. Ouais. Donc, il nous faut un proposeur et un secondeur. Je me rends compte qu'il y a encore presque l'intégralité des personnes qui étaient connectées. Donc, Jean-Luc propose la fin de la rencontre. Incroyable. C'est bon. En fait, je saluais notre traducteur que je vais voir apparaître à l'écran. Mais okay. C'est vrai que maintenant, je suis président, je peux proposer, effectivement. Je propose on te souhaite une bonne retraite, Jean-Luc. Merci beaucoup. Et secondaire? Bianca. Bianca, écoute, c'est super. C'est super. Merci à tous. Prenez soin de vous et puis on se reparle tous très bientôt sur le CA ou tous les membres à qui je n'ai pas eu l'occasion de parler. Là, j'espère aussi avoir l'occasion de se revoir bientôt, très bientôt. Bon dimanche. OK, au revoir. Bye bye.